En direct de Dakar, François Patuel, bonsoir. Vous êtes consultant et chercheur sur l'Afrique de l'Ouest pour Civicus, qui est une alliance mondiale d'organisations de la société civile et d'activistes. Plus de 10 000 membres qui évaluent l'état des libertés civiques dans 196 pays. François Patuel, on a parlé des élections en Guinée et en Côte d'Ivoire en octobre, mais dans les 6 prochains mois, il y a aussi le Burkina Faso en novembre, le Niger en décembre, le Bénin en avril, le Togo a déjà organisé une élection en février dernier. Alors, on a souvent pointé du doigt les présidences à vie en Afrique centrale, mais l'Afrique de l'Ouest, pas forcément. Mais dans votre dernier rapport, vous montrez que les libertés civiles et politiques y sont en recul. Comment l'expliquez-vous ? Oui, le rapport que lance aujourd'hui Civicus dénonce ce recul des libertés civiles et politiques à un moment où les présidents de la région Afrique de l'Ouest francophone tentent d'échapper à la limitation des mandats et de se maintenir au pouvoir. Il y a, c'est vrai, le cas du Togo où Faure Gnassingbé a été élu pour un 4e mandat en février 2020. Il y a Ouattara qui, malgré les promesses, se présente pour un 3e mandat à la fin octobre 2020. Alpha Condé va faire la même chose le 18 octobre. Et au Bénin, on va vers une présidentielle où il est possible que l'opposition ne puisse pas présenter de candidats avec des modifications du code électoral qui a été modifié en 2019 et qui rend les conditions pour présenter des candidats beaucoup plus strictes. La Guinée-Conakry, Francis Lalupo, c'est l'histoire de l'opposant historique devenu président et aujourd'hui l'homme du 3e mandat. La Côte d'Ivoire, après la crise post-électorale 2010-2011, il y a eu la réconciliation. Ouattara a dit qu'il n'irait pas, après finalement il y va, 3e mandat là encore. Le Bénin, qui était un exemple de démocratie, et là on se pose des questions. L'espoir semblait renaître il y a quelque temps et là on parle de recul en Afrique de l'Ouest. Alors, ce recul était tout à fait inattendu parce que pendant plusieurs années, depuis les années 90, on avait présenté l'Afrique de l'Ouest comme, je dirais, le laboratoire en fait de la transition démocratique sur le continent africain. Et depuis quelque temps, on s'est rendu compte que, voilà, on a plutôt affaire à une transition autocratique dans plusieurs pays. Comme si, je dirais, les forces de la restauration autocratique, c'était, de certaine manière, avaient retrouvé une vigueur pour freiner les processus de démocratisation ou les contrarier. C'est vrai que vous avez cité le cas du Bénin. Le cas du Bénin est tout à fait emblématique de ce qui se produit aujourd'hui dans plusieurs pays, puisqu'il s'est produit au Bénin ces dernières années quelque chose qui était tout à fait inimaginable il y a encore quelques temps. Un fait tout à fait singulier qui illustre d'ailleurs tout le propos de tout votre sujet. C'est que pendant longtemps, on pensait que les acquis démocratiques étaient irréversibles. Et là, on se rend compte, avec la montée des périls, que ce soit au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Guinée ou encore ailleurs, que ce processus peut être réversible, puisque le Bénin vient d'en faire la démonstration avec le régime qui est en place depuis 2016, un régime qui est arrivé aux commandes de l'État par la voie des urnes et qui remet en cause systématiquement tous les acquis démocratiques issus de cette fameuse conférence nationale que le Bénin a organisée en 1990 et qui était montrée comme un cas d'école, un exemple sur le continent. Donc on assiste depuis 4 ans effectivement à une liquidation systématique de ces acquis, des législatives d'où ont été exclues l'opposition, ensuite des élections communales où également l'opposition a été exclue, et puis se profile à l'horizon cette présidentielle d'avril 2021 où les parrainages qui ont été mis en place par ce régime, le système de parrainage, pourrait empêcher des opposants de se présenter à cette élection. Bref, c'est la restauration sournoise du parti unique, tout simplement, c'est-à-dire une sorte de rétropédalage systémique et qui, aujourd'hui, remet en cause complètement le processus de démocratisation. Mais la question reste posée, est-ce que aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest notamment, la démocratie reste la règle ou l'exception? Si on s'en tient à ce que dit la CEDEAO, la démocratie, le processus démocratique est devenu aujourd'hui une sorte de critère de convergence pour ces pays-là. Mais on voit bien que certains régimes s'en éloignent pour 2 raisons. D'abord, du fait de l'inertie de la communauté internationale et d'autre part, par, je dirais, une nouvelle culture politique qui a élu domicile dans certains palais présidentiels, ce que j'appelle le coup d'État permanent, et qui se fait à l'aide de quelques ingrédients. Il y a une recette. C'est d'abord l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Deuxièmement, la manipulation
opportuniste des constitutions, excluant également évidemment toute forme d'opposition et instituant de certaine manière le système du troisième mandat. Et puis troisièmement, il y a ce système de parrainage qui est devenu, je dirais, une troisième arme fatale pour exclure les opposants des compétitions électorales. Au Bénin. C'est le cas du Bénin. Qui est présidé par Patrice Talon. Pourtant, François Patuel, en juin 2014, la Côte d'Ivoire est devenue le premier État africain à avoir adopté une loi sur la protection des défenseurs des droits humains. Alors que s'est-il passé depuis ? Bien écoutez, le constat qu'on fait, c'est que au lieu de travailler justement avec les défenseurs des droits humains, les militants pro-démocratie et les journalistes pour créer un environnement où il puisse y avoir des élections qui se tiennent dans un cadre favorable et apaisé, eh bien malheureusement les autorités d'Afrique de l'Ouest répriment les défenseurs des droits humains, répriment les militants pro-démocratie et les journalistes. Ça passe déjà par exemple, des coupures d'Internet. On a enregistré des coupures, des perturbations du réseau Internet en Guinée, par exemple, lors du référendum de mars 2020. On a enregistré également des perturbations du réseau Internet au Togo, que ce soit en 2017, mais aussi pendant les élections présidentielles de février 2020. Également au Bénin, il y a eu des restrictions, enfin des perturbations du réseau Internet en 2019. Donc, ces restrictions empêchent à la fois aux citoyens d'avoir accès à l'information, mais aussi, et c'est plus grave, empêchent les journalistes ou les défenseurs des droits humains et les militants démocratiques de parler de ce qui se passe sur le terrain à des moments qui sont extrêmement tendus. Par exemple, en Guinée, il y avait des organisations qui étaient déployées en mars 2020 pour faire de l'observation électorale, qui devaient utiliser les réseaux sociaux notamment pour faire remonter leurs constats sur d'éventuelles irrégularités lors du scrutin. Eh bien, elles ont été empêchées de le faire par cette coupure ou cette restriction d'accès aux réseaux sociaux. Ça, c'est la première arme qui est utilisée. La deuxième, c'est les arrestations et le harcèlement judiciaire. Ça revient à ce que disait aussi Francis tout à l'heure de l'instrumentalisation de la justice. Beaucoup de militants pro-démocratie dans la région ont été arrêtés ces dernières années. Il y en a un qui est actuellement encore en détention, par exemple en Guinée, Saïkou Yaya Diallo, qui est membre du FNDC, le Front National de la Défense de la Constitution. Il est en détention depuis mai 2020 et il est toujours en détention aujourd'hui, alors que c'est un militant pro-démocratie. Et la plupart des cadres du FNDC ont été détenus depuis au moins un an. Et beaucoup d'autres détenus également dans toute l'Afrique de l'Ouest. Francis Lalopo, il y a aussi cette question de l'ethnocentrisme, là encore, jusqu'à présent plutôt dévolu aux pays d'Afrique centrale. Aujourd'hui, cette question communautaire ressurgit de plus en plus en Afrique de l'Ouest. Quelle est la part de responsabilité des politiques ? Elle est totale, parce que ce sont les politiques qui instrumentalisent ces questions ethnique. On a vu l'illustration en Guinée, notamment récemment. Et on entend de plus en plus dire dans certains pays, à la veille des élections, que le paramètre ethnique devient essentiel dans le vote des populations. En fait, nous sommes en train d'assister à une forme de régression, voilà, parce que ce genre d'argument était longtemps employé au temps des partis uniques, n'est-ce pas? Et on se rend compte aujourd'hui que, au fond, l'émergence, la résurgence plutôt de ce phénomène va de pair avec ce que nous appelons la restauration autocratique. C'est-à-dire qu'au fond, derrière tous ces phénomènes que nous observons, il y a surtout, je dirais, une tentation de présidence à vie qui est en train de ressurgir dans nos sociétés. Et face à cela, il y a des forces nouvelles qui émergent. La société civile, il y a des militants pro-démocratie. Et cette tension qui est en train aujourd'hui, qui est à l'œuvre aujourd'hui dans les pays africains, devrait déboucher inéluctablement sur, je dirais, moi je suis optimiste, sur une confirmation de ce processus de démocratisation qui a été engagé dans ces pays-là depuis les années 90. En fait, nous assistons, je dirais, aux ultimes sursauts de ceux qui, de toute façon, par culture, je dirais, par culture politique, se sont toujours montrés réfractaires à ce processus qui, de toute façon, est inéluctable, parce que cela cela provient d'une demande profonde des populations, c'est-à-dire le respect de la liberté collective et individuelle, qui est le socle même de la démocratie.
François Patuel, ce que vous dénoncez également dans votre rapport, c'est ce que disait Francis Laloupeau tout à l'heure, c'est un certain immobilisme des institutions, de la CEDEAO, de l'Union africaine, ou même la Côte d'Ivoire qui a ignoré les ordonnances de la Cour africaine des droits de l'homme dans le cas de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro, qui ne peuvent pas se présenter à la présidentielle. Oui, il y a une vraie remise en cause à la fois de l'état de droit dans les pays, mais aussi des institutions régionales. Je dis les violations dont on parle depuis tout à l'heure, les violations du droit à la liberté d'expression, du droit à la liberté de réunion pacifique par exemple, eh bien ce sont des standards qui sont protégés par les textes régionaux, notamment la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, mais aussi le protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO. Et pourtant, eh bien, les États violent ces textes assez ouvertement. Et non seulement ils les violent, mais en plus, ils ne respectent pas les décisions d'institutions régionales. La Côte d'Ivoire ignore les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, par exemple, qui demandait la libération des militants pro-Soro, mais aussi la réintégration de Soro et de Gbagbo sur les listes électorales. Elle a même pris des mesures de représailles contre la Cour, puisque les autorités ivoiriennes ont retiré la possibilité à leurs citoyens et aux associations ivoiriennes de saisir la Cour. Et le Bénin, malheureusement, a fait exactement la même chose. Il a ignoré les décisions de la Cour, notamment qui appelaient à un report des élections locales en 2020. Et le Bénin a retiré aussi à ses citoyens la possibilité de saisir la Cour. Il argumente même aujourd'hui que les citoyens béninois ne peuvent pas saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Donc il y a un vrai affront aux institutions régionales. Et il est vraiment important que la CEDEAO et l'Union africaine protègent leurs institutions et considèrent également les défenseurs des droits humains et les militants pour la démocratie comme des alliés, des personnes qu'ils doivent protéger pour protéger l'état de droit dans la région. Francis Laloupeau, il nous reste quelques secondes. Il y a ce paramètre qu'on n'a pas vu venir il y a 10 ans, par exemple, c'est l'intégrisme djihadiste au Mali, au Burkina Faso, même actuellement, qui votent le mois prochain. On ne sait même pas si ils oseront aller voter dans certaines situations, dans ce contexte incertain. Il faut surtout dire qu'il ne faut pas que, je dirais, la question terroriste devienne un prétexte pour certains régimes pour réduire le champ des libertés. C'est surtout, je crois, la grande préoccupation que nous pouvons exprimer pour relier cette question à votre sujet. Mais si vous permettez, en quelques secondes, il faut... 5 secondes. 5 secondes. Je veux dire simplement que ce phénomène de la crise des démocraties travaille un peu toute la société aujourd'hui. Dans les pays industrialisés, cela profite aux partis populistes. Oui. Et pour l'Afrique, en fait, on voit émerger ce que nous appelons ces néo-dictatures, mais ce ne sont que des soubresauts. Merci Francis Laloupeau. Je rappelle que votre blog, Opinion, Humeur et Géopolitique. Merci également à François Patuel, consultant et chercheur sur l'Afrique de l'Ouest pour Civicus. Vous étiez en direct de Dakar. Voilà.